Bonjour. Dans une de nos vidéos précédentes, nous avions évoqué les morales utilitaires, les morales pragmatiques, pour montrer que finalement elles ne sont pas le véritable moral, puisqu'elles ne visent que l'utilité et finalement que le besoin, ce qui est peut-être réducteur en matière d'humanité, puisque justement nous les humains, on n'est pas réduits au seul besoin. Donc, ces morales finalement n'en sont pas véritablement. Alors, ce qui est très connu aussi, c'est la morale kantienne. La morale kantienne, est-ce qu'elle peut encore nous éclairer aujourd'hui? Est-ce qu'elle peut encore être un point de départ? Est-ce qu'elle est suffisante dans la mesure où on remarque quand même que chez Kant, on a affaire à une morale de l'intention. Tu nous expliqueras peut-être ce que signifie une morale de l'intention. Donc, est-ce qu'elle est suffisante? Mais n'est-ce pas aussi d'elle que nous devons quand même partir? Oui, je crois que c'est surtout ça le point de départ. C'est que d'un certain point de vue, nous ne pouvons pas ne pas être kantiens. Pour paraphraser la célèbre phrase de Croce qui disait « Pourquoi nous ne pouvons pas ne pas nous dire chrétiens ?» Voilà. Pourquoi? Parce que dans la morale telle que Kant la formule, il y a quelques points qui sont absolument essentiels. Le premier, c'est que tu dis c'est une morale de l'intention. Ça veut dire quoi une morale de l'intention? Ça veut dire surtout que c'est l'intention qui compte. Voilà, on le sait, il n'y a que l'intention qui compte, c'est la bonne intention qui fait l'acte moral. Si j'agis bien, formellement, extérieurement, mais en vue d'un profit, j'ai pas bien agi. J'ai agi, c'est pas mal, on va pas me condamner. Je sais pas si j'ai fait une bonne action parce que je veux gagner le gros lot de la meilleure bonne action de la semaine. Je suis pas condamnable, mais c'est pas pour autant que c'est un acte moral. Donc cette idée-là, c'est que c'est l'impulsion morale qui est première. Alors c'est peut-être une idée, une sorte de sublimation qu'a inventé Kant, mais en tous les cas, dans l'opinion ordinaire qu'on se fait de la morale, c'est absolument indiscutable. Voilà. La bonne intention est la plus importante. Mais justement, en fait, tu disais, si on agit en faisant une action qui a une apparence morale, c'est-à-dire qui est bonne finalement vue de l'extérieur, mais elle n'est pas nécessairement morale, si l'intention, mais de quel type d'intention il s'agit en fait? Alors voilà, ensuite le deuxième point, c'est effectivement, il faut savoir de quelle intention il s'agit. Savoir qu'est-ce qui détermine la bonne intention, c'est celle qui est commandée par une pure bonne volonté, nous dit Kant. Alors qu'est-ce que c'est qu'une pure bonne volonté? C'est ce que voudrait une raison pure confrontée à la nécessité de l'action. Alors tout ça est un peu abstrait apparemment, mais voilà. Qu'est-ce qui peut être pur? C'est ce qui est dégagé de tout mobile particulier. Par exemple, le gain que je pourrais en tirer, la satisfaction personnelle, y compris quand le sentiment heureux du devoir accompli pourrit déjà la bonne action. Donc, il faut qu'elle soit dirigée uniquement par la pure bonne volonté. Suscité par aucune espèce d'intérêt, quel qu'il soit. Aucun intérêt, quel qu'il soit. Et y compris l'intérêt qui voudrait que je me comporte bien. Oui, absolument. Donc c'est vraiment une action qui doit être absolument désintéressée. Voilà, si je veux caricaturer, Kant dira que l'action est morale si d'abord ça vous casse vraiment les pieds de la faire, si vous en souffrez et si vous n'en tirez absolument rien, même pas le contentement. Ouais. Bon, ça c'est quand même quelque chose qu'on connaît, dans le sermon sur la montagne, il y a un moment donné où le Christ dit que ta main droite ignorera ce que fait ta main gauche. Ça veut dire, si je suis charitable, ce qui est bien d'être charitable, il ne faut pas que je le sache d'un certain point de vue. Je dois le faire sans pouvoir le soir me dire « Oh, je suis un mec bien, j'ai été charitable aujourd'hui. » Voilà. Et c'est ça qui est assez fort chez Kant. C'est peut-être impraticable, d'ailleurs, lui-même le dit. Il dit peut-être qu'aucune action au monde n'a jamais été faite par la pure bonne intention. Mais en tous les cas, il dit, c'est quand même, on est tous prêts à reconnaître que c'est ça le critère absolu de la bonne action. Alors ça se traduit par quoi? Ça se traduit par le fait que un acte est moral si il est, universalisable. C'est-à-dire si je peux vouloir que la maxime de mon action soit une maxime universelle. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que ça veut dire ça? Par exemple, nous pouvons avoir d'excellentes raisons de mentir.
Oui, bien sûr. Voilà. Il y a des moments dans la vie où, de toute façon, il faut mentir, hein, disons-le tranquillement. Moi, j'ai lu Machiavel, et on apprend ces choses-là en lisant cet horrible penseur qui est Machiavel. Mais ce que dit Kant, quand il dit pas, il ne faut jamais mentir, en général, parce qu'après tout, il sait très bien que ça arrive. Mais il dit ça ne peut jamais être une maxime morale, c'est-à-dire jamais du point de vue moral, on ne peut s'autoriser à mentir. Et quand on s'autorise à mentir, au fond, on sait qu'on enfreint la morale. Voilà, c'est ça qu'il dit. Et alors, il y a un bon argument, parce qu'il dit, si vous voulez qu'une maxime soit morale, demandez-vous ce qui se passe si vous en faites un principe public, c'est-à-dire si vous la revendiquez. Par exemple, si vous dites, moi je m'autorise à mentir quand ça m'arrange ou quand c'est pour la bonne cause. Ben, du même coup, plus personne ne vous croira jamais, puisque tout le monde saura que vous vous autorisez à mentir. Ouais. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi, donc, le principe public, mais il y a quand même aussi ce que tu évoquais tout à l'heure, le principe d'universalité, à savoir que, parce que quand on dit on n'a pas besoin de connaissances pour savoir si une action est morale ou pas, il n'y a pas besoin d'avoir un bagage important, Ouais. Hein, il suffit de se demander si l'action qu'on fait est universalisable. C'est-à-dire, en fait, si tout le monde pouvait se demander ce qu'il se passerait si tout le monde s'autorisait à faire cette action. Il dit ça c'est quand même un critère. Oui. Alors, tu peux reprendre peut-être avec le mensonge parce que ça marche aussi. C'est-à-dire si tout le monde, si on Oui, si tout considère le monde que s'autorise à mentir, voilà. de toute façon, il n'y a plus aucun contrat n'est possible, aucune relation humaine solide n'est possible. Au fond, en général, la société fonctionne parce que nous avons confiance dans les autres, parce que nous avons confiance dans la parole donnée. Bon, alors on sait bien qu'il y a des gens qui ne font pas trop avoir confiance, mais globalement, Oui, on pense que la confiance dans la parole donnée est indispensable à la vie sociale. Donc voilà, c'est ce que nous dit Kant d'ailleurs. Hein. Et au fond, on s'aperçoit là que ce n'est pas aussi pur que ça en a l'air. En fait, ça renvoie très exactement aux exigences même de la vie humaine, en vérité. Une fois qu'on a dépouillé tout ça, voilà. Et la raison, c'est pas une abstraction en fait. La raison, c'est ce qui nous fait comprendre justement ce qui est utile à la vie humaine, enfin oui, à la vie commune. Oui, à la vie commune. Hein. Et c'est ce qui nous rendra dignes d'être heureux. Parce qu'on pourrait penser qu'on peut être heureux en faisant des sales coups à tout le monde, parce que ça, on va devenir riche, parce que les gens pensent qu'on est heureux parce qu'on devient riche, quels que soient les moyens employés d'ailleurs pour devenir riche. Mais non, quand il vous dit pas ça, il dit vous êtes digne d'être heureux. Il dit, je vous garantis pas le bonheur, parce que c'est une autre affaire, mais vous êtes digne d'être heureux quand vous conduisez bien. Voilà. Et puis il y a un deuxième aspect dans cette morale qui est très important, c'est que quand il donne une première formulation, agis comme si tu voulais toujours que la maxime de ton action soit une loi universelle, puis il en donne une deuxième formulation. Il dit, tu respecteras toujours, en ta propre personne, comme en la personne de tout autre, l'humanité comme une fin en soi. Et ça, c'est hyper important. Je Voilà. pense qu'on peut dire c'est peut-être... Oui, mais bien sûr, c'est celle-là qui est la plus importante. Parce qu'au fond, on pourrait se dire qu'un monde d'égoïstes rationnels est un monde possible. Oui. Hein, voilà, vous êtes envieux de personne, mais vous vous occupez de personne. Ce monde d'égoïstes rationnels, c'est le monde qui sert de modèle aux économistes d'ailleurs. Hein. L'économie politique classique repose sur cette idée-là. Les individus sont des égoïstes calculateurs. Voilà. Mais quand il n'y a pas du tout, un monde d'égoïstes rationnels est peut-être un monde possible, mais il est inacceptable. Et pourquoi il est inacceptable? Alors, quand on a un argument qui est assez fort, hein, on reprend ça un peu dans le livre, il dit, vous ne pouvez pas à l'avance dire que vous n'aurez pas besoin de l'aide des autres. Voilà. Alors, ça paraît bizarre, cet argument du point de vue de cette espèce de logique qui est mise en place dans la critique de la raison pure. C'est un argument qui est très fort, parce qu'effectivement, nous reposons sur ce rapport aux autres, et parce qu'on peut avoir besoin d'aide des autres, il faut être bon avec les autres. Parce qu'à l'avance, je ne peux pas, pour moi, renoncer à l'aide des autres. Parce que ça veut dire, quand tu seras mourant au bord d'une route, le premier qui s'approche, il dit, surtout, laisse-moi crever ici, je ne veux pas de toi. Oui, mais est-ce qu'on ne retombe pas dans une morale de l'intérêt? Bien sûr que si, pour une partie, il y a une morale d'intérêt. Il ne peut pas s'en défaire totalement, parce qu'il est bien obligé... Parce que la vie humaine... Ben voilà, il part de la vie. La vie humaine, elle exige... qu'on soit solidaire, enfin solidaire au sens où on se tient les uns avec les autres et que donc on ne peut pas en faire abstraction, on peut en faire fi. Tout à fait, oui. Donc c'est une gigantesque construction rationnelle qui est passionnante d'ailleurs, mais qui au fond, il le dit lui-même, hein, il dit moi j'ai rien inventé en matière de morale. Il dit j'essaie simplement de trouver une construction rationnelle de ce qu'est la morale ordinaire, la morale de tout le monde.
Et quand on lit Kant, effectivement, on se dit au fond ce qu'il dit, c'est la morale de tout le monde, ou c'est ce qu'on a appris quand on est tout petit, qu'on a le catéchisme, éventuellement. Hein. Tu seras charitable. Bah oui, bien sûr, il faut penser au bien des autres. Bien sûr. Attends, juste une petite précision. Parce que tout à l'heure, tu as parlé de la critique de la raison pure. C'est pas dans la critique de la raison pure. Non, c'est la critique de la raison pratique, oui, bien sûr. Oui, rectification quand même. Et bon, donc voilà, on s'aperçoit que cette morale kantienne est justement cette deuxième formulation, hein, cette idée de respecter la dignité, enfin l'humanité, ce qui revient au même, en la personne des autres comme en soi-même. Ça veut dire aussi que si on ne respecte pas les autres, c'est qu'on ne respecte pas leur humanité et on ne se respecte pas soi-même. Hein. Ça, c'est très fort. Hein. Enfin, moi, me semble-t-il, c'est très fort. Alors, bon, ben voilà. Donc ça, on s'aperçoit que c'est quand même très judicieux. Enfin, ça semble... Alors, mais donc, pourtant, est-ce qu'on en reste là? D'abord, il faut bien dire que si on prend Kant au sérieux, c'est un critique impitoyable de notre société. Je crois, c'est Goldman, Lucien Goldman, qui rapporte ça dans son livre sur Kant, qui fait un exposé sur la théorie morale de Kant, sur les fondements de la métaphysique des mœurs. Et puis, il y a un moment donné, il y a un de ses élèves qui se lève et qui dit, mais alors, mon père qui est un commerçant agit mal. Pourquoi? Parce que Kant venait d'expliquer qu'un commerçant honnête, au fond, est un commerçant avisé, parce que s'il est honnête, c'est non pas parce qu'il respecte le pur devoir de l'honnêteté, mais parce que derrière, il est possible, comme justification de l'honnêteté, qu'on y trouve l'intérêt. Parce qu'un commerçant qui a la réputation d'être malhonnête va finir par perdre tous ses clients. Et alors, ce élève, qui est des fils de commerçants, se lève outragé. Comment? Eh bien oui, c'est quand il ferraille là où vient se cacher l'intérêt sordide. Et pas l'intérêt de la vie humaine en général. Alors là, pour ça, je trouve que ça reste un critique absolument virulent de notre société. Hein. C'est pas du tout de la gnognotte, la morale de Kant. C'est vraiment du sérieux. Alors, est-ce qu'on en reste là? Peut-être pour aujourd'hui. Non, peut-être en rester là pour aujourd'hui. À la prochaine. La prochaine fois, on ira plus loin.